Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre deuxième sujet. Nous parlons à présent du Rwanda et de la République démocratique du Congo. Les accords de Washington pour la paix et la stabilité signés à Washington aux États-Unis sous l'égide du président américain Donald Trump. Les présidents Paul Kagame du Rwanda et Félix Tshisekedi de la République démocratique du Congo ont signé les accords qui sont qualifiés d'accords de Washington pour la paix et la stabilité. C'est une série d'accords, 3 au total, qui ouvrent la voie à un long processus pour amener la paix en République démocratique du Congo dans la partie est de ce pays. La paix qui sera le travail commun à faire d'abord par la République démocratique du Congo et le Rwanda, mais aussi par les pays africains environnement. Le président Paul Kagame a insisté, et là-dessus, c'est de la responsabilité de l'Afrique de tout faire pour que la paix revienne dans l'est de la RDC. Les deux présidents ont finalement signé ces accords dits de Washington. Samson. Oui, après avoir été annoncé à maintes reprises, après la médiation kenyane, la médiation qatari, finalement, nous avons cet accord qui est signé, qui a été annoncé par l'administrateur Trump depuis longtemps et qui est finalement signé et qui liste 4 points essentiels. Le premier point, c'est le respect de l'intégrité territoriale des pays. Donc les deux pays s'engagent avec cet accord-là à ne plus empiéter sur les territoires l'un de l'autre. Il y a aussi le désengagement et le désarmement qui oblige la Kinshasa à mettre fin à la rébellion des forces démocratiques pour la libération du Rwanda, qui est majoritairement composée d'ex-génocidaires et qui se disent attendre le bon moment pour retourner au Rwanda. Il faut que Kinshasa, qui a souvent été accusé de les protéger ou de les couvrir, les démantèle, et que en retour, Paul Kagame retire ses troupes militaires, ses soldats qu'il a fait rentrer sur le territoire congolais. Il y a aussi un mécanisme constant de sécurité, de coordination qui doit être mis en place pour que les deux pays puissent maintenant gérer à eux deux et les questions sécuritaires communes. Et ensuite, il y a le retour des réfugiés, il y a un cadre d'intégration économique régionale qui, dans sa formulation, laisse sous-entendre qu'il faut trouver un mécanisme pour que le Rwanda aussi puisse profiter, peut-être en tant que manufacturier ou en tant qu'un pays tampon, des ressources minières qui sont dans cette partie de la RDC pour éviter les conflits futurs. Donc, le document semble assez complet et la volonté de le signer et de le mettre en œuvre semble être là. Maintenant, nous ne pouvons qu'espérer que sur le terrain, de façon pratique, ce document-là aboutisse à la paix, parce que cela fait quand même plus de 50 ans que la population dans cette partie de l'Afrique souffre à répétition de conflits. Ce que je vais déplorer, c'est juste que les autres groupes rebelles, qui ne sont pas de leur côté affiliés du tout au Rwanda, n'aient pas été pris en compte dans cet accord, parce qu'on parle souvent du M23, mais dans la région, on compte plus de 100 groupes rebelles. Le M23 est le plus médiatisé, le plus puissant actuellement. Mais qu'est-ce qui nous garantit dans l'état actuel qu'une fois que le M23 sera écarté, que les FDLR seront aussi écrasés, que d'autres groupes rebelles ne prendront pas le pas? Il y a eu cela quelques années, c'était le Laurent Nkouda qui se met la terreur dans la région. Aujourd'hui, on a d'autres personnes. Et il faudrait vraiment qu'au-delà de cet accord-là, que tous les acteurs régionaux et continentaux puissent essayer de trouver une solution définitive pour avoir la paix dans cette partie de l'Afrique-là. Merci beaucoup à vous, Maololo Samson Aridia. Eric Johnson, Paul Kagame et Félix Tshisekedi ont finalement signé le document final. 3 accords essentiels ont été signés dans le cadre de ces accords pour la paix et la stabilité dans l'est de la République démocratique du Congo. C'était ce jeudi à Washington. Oui. Est-ce qu'on dira la paix des braves ou on dira tout simplement la paix pour la paix? Je crois que nous avons toujours réclamé quand même cet accord-là pour la paix dans la région des Grands Lacs. Et Samson parlait de l'échec de l'accord de Nairobi et du Qatar, sans oublier qu'il y a eu également des tentatives en Angola. Oui, Rwanda qui a échoué. Et tout ça, tous ces essais-là n'ont pas prospéré. Et je crois que le président Trump, un businessman, a réussi quand même avec l'appui de Faure Gnassingbé, qui est le médiateur de l'Union africaine. Voilà. Et donc, je crois qu'aujourd'hui, on peut dire merci quand même à
tous ceux qui ont contribué à la signature de ces accords. Mais j'ai remarqué une chose. Les deux protagonistes, à savoir le président Kagame et le président Tshisekedi, au cours de cette signature, ils ne se sont pas regardés. Ils n'ont même pas souri. Ils n'ont pas eu de ça veut dire... Mais tout cela a reflété quand même les discours qu'ils ont eu à prononcer, les quelques mots qu'on leur a permis de dire. Hein, et chacun dit quand même que, oui, les accords ont été signés, mais le processus sera long et que la paix et la sécurité dont il s'agit ne seront pas pour aujourd'hui. Je fais remarquer également que ces accords se sont basés essentiellement sur la sécurité et l'économie. Alors, aujourd'hui, on reconnaît quand même que la RDC a un sous-sol qui regorge de beaucoup de minerais. En signant cet accord, on dit tout ce qui est extrait du sous-sol congolais ne respecte pas le circuit normal pour la vente. Donc, les gens passent par des routes dérobées et le tout, c'est pas le Rwanda que ça passe quand même pour être ventilé dans le monde entier. On a reconnu cela et on dit désormais, quand on prend ces minerais-là en RDC, on peut passer par le Rwanda où on peut les transformer même ou faire la consignation pour que ça soit ventilé dans le monde entier. Alors, c'est dire que le sous-sol congolais est le nœud du problème, pas autre chose. Et donc, on prend les minerais au Congo, ça passe par le Rwanda et ça va vers ceux qui vont les utiliser ou pour fabriquer, enfin, pour nous donner les produits finis dont on a besoin dans le monde. C'est-à-dire que la RDC va nourrir tout le monde sur toute la ligne. Or, ce qui se passe, c'est qu'il y a des groupes rebelles dans plusieurs régions de la RDC qui tiennent encore ces gisements-là. Alors, comment cela va se faire si ces groupes rebelles-là ne déclarent pas officiellement ce qu'ils soutirent du sous-sol congolais? L'accord prévoit aussi la reconnaissance et la garantie de l'intégrité territoriale de la RDC. Cela ne suppose pas qu'on va faire partie de ces groupes rebelles et permettre à l'État de s'asseoir pour exploiter ses ressources et, si les conditions le permettent, les faire passer par les pays voisins, dont le Rwanda. Ce que je veux dire ici, c'est que pour y arriver, il faut que on arrive à débarrasser l'on se débarrasse totalement de ces groupes rebelles. Une tâche véritablement difficile aujourd'hui avec ce qui se passe. Le M23, on l'a connu parce que ce groupe rebelle-là est directement soutenu par le Rwanda. Le Rwanda l'a toujours nié. Mais à la fin, avec cet accord, on comprend quand même que c'est ce pays-là qui soutenait ces rebelles. Le Rwanda dit sa présence dans l'est de la RDC est motivée par l'offensive qu'il veut mener contre les FDLR, pas pour soutenir les FDLR aujourd'hui sont à quel niveau? Sur le territoire congolais, bien sûr. Où? À l'est, justement. Mais attends, si on dit que le M23 a pris la plupart, c'est-à-dire la majeure partie de l'Est de la RDC. Les FDLR se trouvent où encore là-bas?
Non, mais oui, il faut déterminer, il faut déterminer tout ça. Ça veut dire que les FDL sont poussés très loin. Ouais. Et donc, ce qui reste à l'État congolais ne permet même pas de discuter de son sous-sol, puisque la partie la plus riche, c'est l'Est. Et ceux qui sont en train de puiser les ressources de ce sous-sol-là aujourd'hui, c'est le M23 et tous ces groupes affiliés. Donc, ce que je voudrais dire tout simplement, c'est qu'il faut, avant de signer ces accords-là, que je salue d'ailleurs, il faudrait faire ce travail de terrain. Parce qu'aujourd'hui, les États-Unis disent qu'ils seront la police et accompagnés de l'ONU et d'autres pays de la sous-région. Mais on a vu ce qui s'est passé avec le corps de la paix, avec la force tampon onusienne et tout ça. On a vu tout ce qui s'est passé. Aujourd'hui, dans ces accords-là, je pense que si véritablement ces accords-là doivent prospérer, il faut bien tenir le Rwanda. Tout simplement. Bien tenir le Rwanda, c'est-à-dire? Mais c'est le Rwanda qui va décider de la posture de M23, de ce groupe rebelle. Le M23 aussi qui est en accord, en processus d'accord avec la République démocratique du Congo dans l'initiative de Doha. Oui. Vous comprenez que le M23 n'est pas un État. C'est juste un groupe rebelle. Que si les puissances mondiales veulent véritablement, peuvent dégager. Or, il y a le soutien qui est le Rwanda. Et donc, tout le monde va chercher des trucs au Rwanda. Donc, pour que la paix là, dont on a signé les accords, puisse prospérer, je pense qu'il faut véritablement tenir le Rwanda. Merci beaucoup. À vous, Eric Johnson. Et ici, il faut tenir le Rwanda. Le président rwandais semble être déjà au courant de ce fait, puisqu'il a déclaré que nul n'avait saisi le président américain Donald Trump pour qu'il apporte sa contribution au retour de la paix dans l'est de la RDC. Mais il a vu le problème, il a appris et il s'est mis à fond, et qu'il revenait donc aux Africains de tout faire, à lui en tant que président du Rwanda, et à son homologue aussi en tant que président congolais, à tous leurs homologues africains, de tout faire pour que la paix revienne dans l'est de la RDC. Peut-on dire que c'est déjà gagné du côté du Rwanda? Gagné, je ne saurais le dire. Je pense que dans les prochains jours, nous verrons. Le président rwandais est souvent un grand amateur des discours alambiqués où on ne sait pas vraiment ce qu'il veut dire finalement. Donc nous verrons dans les actes si les intentions qui sont allées avec les mots sont assez claires. Donald Trump, nous savons tous très bien que la plupart des entreprises qui bénéficient du cobalt ou de la terre rare qui sont en abondance dans l'est de la RDC sont américains ou contrôlés par les Américains. Donc Donald Trump, qui s'imagine un grand faiseur de paix, homme d'affaires, a trouvé le deal, selon lui, le deal parfait pour pouvoir faire taire les armes dans cette partie de l'Afrique. J'aimerais apporter une précision, c'est que beaucoup de groupes rebelles là-bas ne sont pas soutenus par le M23, par le Rwanda. Il y a des groupes qui le sont, d'autres groupes qui ne le sont pas. Quand on parle par exemple des ADF, ils sont carrément basés dans le sud de l'Ouganda. Voilà, justement, et l'Ouganda, par exemple, n'était pas les ADF associés à cet accord de paix. Donc, même si demain, le M23 se retire, cela ne fera pas immédiatement taire le son des armes dans cette partie de l'Afrique, malheureusement. Et c'est là où peut-être on peut interpréter l'appel du président rwandais comme une interprétation des organisations sous-régionales à se doter des moyens nécessaires pour intervenir auprès maintenant d'une armée congolaise qui semble assez faible pour rétablir l'ordre et la sécurité sur son territoire ou pouvoir faire taire les armes. Mais là où je partage vraiment le scepticisme d'Eric Johnson, c'est que la plupart des accords de paix initiés par Washington n'ont jamais été des succès. Et l'exemple le plus... On va lui donner quand même le bénéfice du doute. Nous allons lui donner le bénéfice du doute. Mais l'exemple le plus flagrant est celui du Soudan.
On se rappelle de Jimmy Soudan Carter qui est et de encore en George guerre Bush. actuellement. Exactement, George Bush. La plupart des gens qui se battent actuellement au Soudan ont été la plupart reçus par George Bush fils à la présidence. Il leur a serré la main. Ils ont signé des accords de paix à la présidence et à la Maison Blanche. Mais aujourd'hui, ils sont toujours en guerre. Cela veut dire que parfois, la complexité du problème à la base n'est peut-être pas prise en compte. Et on imagine que c'est une question économique et qu'un deal, une façon de gagner, un partenariat gagnant-gagnant ou un accord gagnant-gagnant pourra faire taire les armes. On oublie souvent qu'il y a des complexités ethniques, tribalistes, géographiques, historiques, que parfois forcément l'Occident n'arrive pas forcément à cerner. Et c'est ce qui se passe. Donc, on va donner le bénéfice du doute à cet accord-là. On va espérer que cet accord puisse marcher pour que enfin les jeunes qui vivent dans cette région puissent aussi avoir une vie normale, entre guillemets. Mais je pense que c'est à l'Afrique finalement de résoudre les problèmes africains. Merci beaucoup. On va donner le bénéfice du doute, mais vous évoquez aussi les questions économiques qui sont contenues dans l'un des accords, puisqu'on l'a dit, c'est plusieurs accords avec des principes, plusieurs principes pour chaque protocole. L'un des protocoles d'accord, c'est celui des échanges entre d'abord le Rwanda et la RDC. Eric l'évoquait tout à l'heure, la possibilité de faire transiter les minerais par le Rwanda, ce qui créerait une certaine symbiose entre la RDC et le Rwanda. Cela faciliterait donc les échanges et rapprocherait beaucoup plus les deux pays. Mais l'autre point dont on doit parler, c'est les intérêts des États-Unis. Parce qu'on a l'impression qu'avec cet accord, les États-Unis se sont garantis quelque part leur intérêt. On va chasser les groupes rebelles, on va faire taire les armes dans l'est de la RDC, mais les États-Unis ont un grand privilège, c'est l'envoi de leurs exploitants, c'est l'envoi de leurs concitoyens, investisseurs pour développer cette zone et exploiter les minerais. Donald Trump parle de partenariat gagnant-gagnant, il y aura des millions à gagner partout. Mais c'est ce que je disais. C'est-à-dire que si les gens n'ont pas fait des calculs pour voir à peu près ce qu'ils peuvent gagner, mais ils n'iraient même pas pour chercher la paix. Non, ça ne les intéresse pas. Quand il n'y a rien à gagner là, ce n'est pas leur souci. Et tous ceux qui sont dans cet accord-là, il faut le reconnaître, dans la sous-région, dans la région des Grands Lacs et les Occidentaux, tout le monde est parti pour gagner quelque chose à partir de la RDC. Regardez un peu ce qui se passe. L'Union européenne a signé des accords avec la RDC pour le commerce des minerais. L'identification des produits extraits du sous-sol congolais. La même Union européenne a signé le même accord avec le Rwanda. On accuse le Rwanda de piller les ressources minières de la RDC et l'Union européenne dit qu'il faut une certaine traçabilité de ces minerais-là. Mais finalement, qui fait quoi? Contre qui? Et pour qui? Mais c'est toujours les intérêts qui sont là. Et donc les États-Unis, surtout Donald Trump, les États-Unis ont trouvé juste le moyen de dire attention, si le Rwanda doit se calmer, c'est qu'il faut lui dire, par exemple, que tu n'as plus besoin d'aller piller les ressources minières de la RDC parce que les ressources viendront à toi. Les ressources passeront par toi déjà. C'est une bonne chose parce que tu auras quelque chose à gagner là-dessus. Et en plus, on te donne la possibilité de les transformer. Alors, les Américains vont couvrir tout ceci, vont protéger le transport de ces minéraux-là de la RDC vers le Rwanda. Et la suite, tous ces minéraux-là vont aller aux États-Unis, vers les Occidentaux qui en ont beaucoup plus besoin pour leur usine de fabrication d'armes et de logistique et tout ça. Alors, mais quelque part, si ça pourrait faire taire les armes et que le Rwanda en tire profit, que les États-Unis en tirent profit, mais aussi que la RDC aussi en tire profit, est-ce que quelque part, c'est pas une bonne chose?
c'est une très bonne chose. C'est pour ça que je disais que c'est des accords sécurito-économiques. Et tout le monde est d'accord là-dessus. Et donc, si chacun doit tirer profit de cela, c'est une bonne chose. Mais malheureusement, celui qui devrait être plus avantagé en réalité, c'est la RDC. Malheureusement, ce ne sera pas le cas. Parce que, vous savez, et la RDC ne peut jamais définir le prix du cobalt, par exemple. Le prix du lithium, par exemple. Donc, ces prix-là sont fixés ailleurs. Et maintenant, les produits finis, c'est les mêmes qui se chargent de la transformation, qui décident encore de ces prix. Et donc, au finish, c'est le plus grand perdant, c'est la RDC. Toutefois, nous disons que si ça peut ramener la paix dans la sous-région, on est tous partants. Est-ce que ça pourrait ramener la paix dans la sous-région? Et si c'est le cas, n'est-ce pas aussi une bonne chose que de perdre un peu d'argent et gagner aussi un peu? Parce que là, totalement, la RDC n'a aucun contrôle sur ses ressources. Si cet accord pourra permettre d'avoir un contrôle sur une partie de ses ressources et gagner de l'argent, permettre au Rwanda de gagner et permettre aux États-Unis de gagner et aussi permettre aux populations de vivre en paix, n'est-ce pas là un bon deal pour tout le monde? Oui, non, c'est ce que je dis, c'est un bon deal. C'est un bon deal lorsqu'on voit tout le problème sous le prisme purement économique. Et c'est un peu ça la faiblesse ou la myopie dont font preuve les États-Unis lorsqu'ils veulent imposer ou apporter la paix quelque part. Parce que le conflit a des relents économiques, a un aspect économique important, mais a aussi plusieurs aspects qui sont immatériels, qui ne sont pas économiques et financiers. Il y a les contingences ethniques, les facteurs historiques. Jusqu'aujourd'hui, par exemple, il y a des Congolais qui sont convaincus que tous les Tutsis qui sont au Congo sont des Rwandais. Et les Tutsis peuvent beau dire qu'ils étaient là bien avant que les Allemands ne commencent leur protectorat sur le Rwanda et le Burundi d'aujourd'hui. Les Congolais disent non, c'est pas possible parce que vous parlez une langue qui ne commence pas par qui. Alors que tous les ethnies en RDC parlent une langue qui commence par le qui. Donc vous venez d'où finalement? Et ça, par exemple, ce sont des carburants de conflit qui ne sont pas liés à un deal, au fait. Ouais. À un deal. Et c'est la non prise en compte de ces facteurs qui font que parfois les États-Unis, souvent, lorsqu'ils apportent la paix quelque part et que l'argent coule, pendant peut-être 5-10 ans, les armes se taisent un peu. À un moment donné, la découverte peut-être d'un gisement au Chili ou quelque part va faire baisser le prix des matières premières actuellement qui sont convoitées. Et quand c'est comme ça, les vieux démons refont surface parce que lors de la signature de ces accords, ces démons n'ont pas été pris en compte. Donc on le souhaite, on espère que la RDC aura finalement un peu d'argent, on espère que les jeunes de cette région de l'Afrique pourront avoir une vie normale, mais on ne peut qu'espérer et attendre la suite. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer une pause pour le journal, puis on reviendra tout à l'heure pour la suite de cette émission.